la chaîne d'encre de A à Z. Dans cette vidéo, on va parler d'un élément fondamental lorsqu'on est en grande croisière, c'est la chaîne, et la chaîne qui est un élément de notre ligne de mouillage, un élément qu'on va solliciter à 300%. Très souvent, les questions qu'on se pose au moment de choisir une chaîne, ça va être quels sont les différents types de chaînes, quelles sont les caractéristiques qu'on va retrouver au niveau des chaînes, quels sont les éléments sur lesquels je vais m'appuyer pour faire mon choix, et puis comment l'entretenir, à quel moment la changer. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. En grande croisière, on va passer à peu près entre 70% et 80% de son temps au mouillage, c'est-à-dire à l'ancre. Ça peut être aussi sur corps mort, mais la plupart du temps, on est quand même à l'ancre. Et à contrario, le temps de navigation va représenter peut-être 20 à 30% du temps. Ça veut dire que lorsque l'on va préparer son voyage, nécessairement, à un moment ou à un autre, on va être confronté, on va se poser la question et de la ligne de mouillage et donc de la chaîne. Quel type de chaîne, quelles sont les caractéristiques, quelle longueur, quel diamètre de maillon, etc. En tout cas, on va se poser quand même pas mal de questions sur ce sujet. Et c'est normal parce que en grand voyage, votre meilleure assurance, hormis vos compétences, c'est votre ligne de mouillage. Simplement parce que le bateau va passer beaucoup de temps à tirer sur son ancre et vous allez soit être en balade, en visite, parfois vous allez laisser le bateau plusieurs jours, ou bien tout simplement on va dormir. Donc la qualité, la fiabilité de la ligne de mouillage, la qualité, la fiabilité de la chaîne, c'est un élément très important en termes de sécurité, sécurité pour le bateau, sécurité pour l'équipage, et c'est un élément fondamental dans une vie de touriste à notre sérénité. Ce que je vous propose, ça va être d'aller regarder d'un petit peu plus près cette chaîne, d'aller regarder dans un premier temps quels sont les différents types de chaînes qu'on peut retrouver, puis quelles sont leurs caractéristiques, et comme à un moment donné, il va bien falloir qu'on fasse un choix, quels sont les éléments sur lesquels on va s'appuyer pour faire ces arbitrages, les caractéristiques du bateau, les caractéristiques des zones de mouillage, etc. Et puis, on prendra un petit moment quand même pour regarder comment entretenir au mieux cette chaîne, et à quel moment on va décider de changer cet élément de ligne de mouillage. Bon ça y est, je pars en grande croisière, je pars pour plusieurs années. J'ai acheté le bateau et quand je regarde un petit peu au fond de la baille à mouillage, je m'aperçois que j'ai un gros tas de rouille ou bien une chaîne qui est pas forcément adaptée à mon projet, ou alors une chaîne vis-à-vis de laquelle je n'ai pas une confiance absolue. Donc là, j'ai pas tellement d'alternatives, je vais la changer. Quand je vais chez mon ship ou sur les sites internet qui proposent de vendre de la chaîne, tout de suite, ce que je vais observer, c'est que j'ai que deux types de chaînes, des chaînes en acier galvanisé et des chaînes en inox. Alors la galvanisation d'une chaîne, les chaînes en galva, ce sont les chaînes qu'on retrouve qui sont le plus répandues en grande croisière. C'est ce qu'on va retrouver massivement sur les bateaux. La galvanisation, c'est qu'on a pris la chaîne, on l'a fait tremper à chaud dans un bain de zinc en général, et cette couche-là va venir imprégner le maillon et le protéger contre la rouille. Alors pourquoi on la retrouve beaucoup sur les bateaux? Pour une première raison, c'est que déjà c'est une chaîne qui est assez bon marché. Alors la chaîne c'est cher, c'est aussi pour ça que parfois on voit des personnes qui vont un peu mégoter sur et la qualité et la quantité, parce qu'une chaîne c'est quand même relativement cher. Sur des chaînes Galva, on est facilement autour des 8-9 euros du mètre. Donc avec 100 mètres, on est tout de suite sur des budgets qui sont entre 800 et 1000 euros. Donc c'est quand même un budget. Par rapport au service rendu, c'est pas cher. Mais dans l'absolu, ça reste quand même un gros budget. Donc c'est pas cher, on en trouve partout, ça c'est un gros avantage. Deuxième point, par contre, ça va être le côté traitement de surface. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement lisse, et finalement le développement, surtout en mer chaude,
des algues, le développement des petits coquillages ou qui peuvent s'incruster dessus, quand on reste longtemps au mouillage, on va retrouver une chaîne qui va facilement salir. L'autre élément, c'est que la chaîne, à force de raguer sur le fond, c'est souvent la même partie, parce que on mouille à peu près toujours dans les mêmes profondeurs, les mêmes hauteurs d'eau. Alors soit c'est des hauteurs d'eau relativement faibles, on va dire entre 3 et 5 mètres, ou entre 10 et 15 mètres pour des profondeurs plus importantes, mais finalement c'est toujours les mêmes parties de la chaîne qui sont dans l'eau et en train de raguer sur le fond. Et ce ragage, ça va créer une usure au niveau du zinc et on va voir apparaître des petits points de rouille et donc forcément au bout d'un moment des points de faiblesse. Le dernier point par rapport à la chaîne Galva, c'est que étant donné que c'est pas une chaîne avec un traitement de surface qui rend la chaîne très très lisse, en fait lorsqu'on va la remonter et qu'elle va se stocker dans la baille à mouillage, c'est une chaîne qui ne va pas glisser. Du coup, en fonction de la forme de la baille à mouillage, alors nous sur Ikigai par exemple, on a une baille à mouillage qui part en biais comme ça, mais qui est pas extrêmement pentue. Donc une chaîne en Galva telle que nous avons sur Ikigai, c'est une chaîne qui va pas glisser dans le fond de la baille. Donc il faut régulièrement, du fait de la forme de la baille à mouillage, pousser la chaîne au fond de la baille. Alors ça paraît rien comme ça, mais par exemple, ça veut dire que il y a tout le temps quelqu'un, soit on est en solo, soit on est à deux, mais il y a tout le temps quelqu'un, quand on remonte la chaîne, qui est à l'extrémité du bateau pour aider à pousser la chaîne. On peut pas dire je fais toute la manœuvre de l'arrière du bateau. Faire la manœuvre de l'arrière du bateau pour descendre la chaîne, parce que nous, sur Ikigai, nous avons 3 possibilités d'utiliser le guindeau, soit une commande à pied au niveau de l'étrave, soit une commande filaire au niveau de l'étrave, et une commande également en termes d'interrupteur au niveau de la barre à roue. Donc voilà, c'est assez facile de descendre la chaîne. Par contre, c'est vrai que nous aimons bien voir comment remonte la chaîne. Donc remonter la chaîne de l'arrière du bateau, c'est quelque chose qu'on fait pas. En vous rendant chez votre ship préféré ou votre site internet préféré, on va aussi retrouver de la chaîne en inox. Alors la chaîne en inox, elle a une caractéristique. Déjà, la première caractéristique, c'est qu'elle est 3 à 4 fois plus chère que la chaîne en Galva. Donc quand vous commencez à mettre 100 mètres de chaîne en Galva, ça vous fait un bon prix. On est à 800, 900 euros. Quand on est sur de l'inox, là on est sur des budgets qui peuvent rapidement être prohibitifs. Donc c'est un de ses inconvénients, c'est quand même son prix. Après, son traitement de surface fait que la chaîne elle glisse très très bien. C'est qu'on n'a pas une chaîne qui se salit aussi, parce que la chaîne qui se salit en Galva et qui se rouille, ça vous fait quand même des taches au niveau du gel coat. Et on est quand même passe beaucoup de temps à nettoyer l'étrave du bateau. Faut garder à l'esprit aussi que l'inox, c'est aussi un matériau qui va s'oxyder. Alors pas de la même manière, pas aussi rapidement qu'une chaîne Galva, mais il y a quand même une oxydation qui va se faire. Et la difficulté avec l'oxydation de l'inox, c'est que ça va rendre la matière poreuse et donc cassante. Alors autant une chaîne Galva, on peut voir une déformation de maillon lorsqu'on observe et qu'on check la chaîne à la remontée ou à la descente, autant sur de l'inox, il n'y a pas de déformation. Et donc la rupture, elle se fait vraiment d'un coup, ce qui... Alors ça, c'est un avis personnel. Moi, c'est pas quelque chose qui va me sécuriser. On a aussi, mais je vais pas m'étendre dessus, des aciers à très haute résistance au niveau des chaînes, comme l'acier duplex. Bon, on est dans la zone marginale, c'est pour ça que je vais pas m'étendre sur ce type d'acier. Donc, vous avez fait votre choix entre du Galva ou de l'inox. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Et maintenant, vous allez commencer à regarder un petit peu les descriptifs au niveau de la chaîne et vous allez très rapidement trouver 2 normes qui, dans les caractéristiques de la chaîne, ça va être la norme soit ISO, soit la norme DIN. La norme DIN 766, en fait, c'est une norme allemande au niveau des fabricants allemands. Donc, on va retrouver cette norme un petit peu plus en Europe que en dehors de l'Europe. Alors, je sais pas d'allemand, mais DIN, c'est l'institut allemand de normalisation. L'autre norme que vous allez retrouver, c'est la norme ISO, la norme 4565. Alors, la norme ISO, c'est l'organisation internationale de normalisation. Donc là, on est sur une norme un peu plus universelle, en tout cas une norme qu'on va retrouver
beaucoup en dehors de l'Europe. En Europe, on retrouve l'ISO. En dehors de l'Europe, on retrouve l'ISO. La DIN, on va la retrouver plutôt en Europe. Alors pourquoi je vous parle de cette norme? Parce que elle va avoir un impact sur la dimension des maillons. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir, mettons, un maillon de 10, c'est-à-dire de diamètre 10, donc le diamètre, on est bien sûr, on a notre maillon et c'est l'épaisseur en fait du tube acier qui constitue le maillon, hein, c'est son diamètre. Les caractéristiques entre la norme DIN et ISO vont être légèrement différentes quant à la taille du maillon. Et ça, c'est important parce que ce maillon, il va passer dans votre barbotin et en fonction de du diamètre de la chaîne, bah, les barbotins vont être plutôt adaptés à une norme DIN ou à une norme ISO. Parce que lorsque vous allez vouloir changer la chaîne, bon, vous dites, moi, j'ai un guindeau avec un barbotin de 10. Donc, le barbotin, c'est bien la partie qui va tourner et qui va entraîner la chaîne à la montée ou à la descente. Hein, cette espèce de roue autour de laquelle passe la chaîne. Lorsque vous allez vous dire, bah, moi, j'ai une chaîne de 10, mon barbotin, il accueille du 10, je vais chercher une chaîne de 10. Simplement, est-ce que le barbotin est prévu pour une chaîne en 10, en DIN ou en ISO? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et la difficulté, bah, c'est qu'on ne le sait pas forcément. Nous, il n'y a pas le manuel du propriétaire sur le bateau. Lorsqu'on l'a acheté, il n'y avait pas de manuel du propriétaire. On connaît la marque du guindeau et on sait que cette marque peut accueillir pour une chaîne de 10 du DIN ou du ISO. Donc là, il a bien fallu trouver la solution et c'était pas écrit ni sur le barbotin ni sur le guindeau parce que ou alors c'était écrit, c'était effacé depuis le temps. Ce qui va changer entre DIN et ISO, ça va être la dimension du maillon et notamment l'intérieur du maillon. Mais comme à l'intérieur, vous allez rajouter de chaque côté le diamètre du maillon, la longueur aussi extérieure du maillon va changer. Et là, ça va s'emboîter plus ou moins bien au niveau du barbotin. Alors sur une chaîne de 10 et de 8, il n'y a quasiment pas de différence. Donc là, on ne se pose pas la question ISO ou DIN, il n'y a pas de différence. La différence va commencer à arriver à partir de 10. 10, 12, 13, 14, là on va avoir de la différence. Alors je vous dis 10, 12, 13, 14, mais toutes ces dimensions-là n'existent pas forcément dans toutes les normes. Et lorsque vous allez prendre les mesures de votre maillon, vous allez prendre la mesure du diamètre donc du maillon, hein, si c'est un diamètre de 10, de 12, vous allez prendre la mesure, la longueur intérieure du maillon, et puis la largeur intérieure et extérieure du maillon. Lorsqu'on est au mouillage, la chaîne va encaisser énormément de chocs. Hein. Alors ça va être des chocs par rapport au vent, par rapport au courant, par rapport aux rafales, par rapport également aux caractéristiques personnelles du bateau. Hein, si c'est un bateau qui a beaucoup de fardage, pas beaucoup de fardage. Si c'est un bateau lourd, si c'est un bateau en termes de forme de carène. Donc on a différents ingrédients qui vont jouer sur les chocs que va devoir encaisser la chaîne. Et là, on va aborder un nouveau thème par rapport à la chaîne, c'est sa charge de rupture. Lorsqu'on parle de charge de rupture, en fait, clairement, hein, c'est à partir de quand, à partir de quelle charge la chaîne va casser. Alors que ce soit de l'inox ou du galva, à chaîne équivalente, c'est la même chose. Ils ont les mêmes charges de rupture. Par exemple, si vous prenez une chaîne de 12 en inox, bah, la charge de rupture, elle est à 9 tonnes. Si on prend une chaîne de 12 en grade 40 pour une chaîne en galva, c'est de 9 tonnes. Donc on peut dire qu'à chaîne équivalente, inox galva, c'est la même résistance. Et lorsqu'on va commencer à s'intéresser à la charge de rupture, à la résistance de la chaîne, bah, très rapidement, on va avoir besoin d'indicateurs pour mesurer ça. Et sur des chaînes galva, on va parler de grade 30, grade 40, grade 70. La plupart des chaînes qu'on a, c'est du grade 40. Et lorsqu'on va parler des chaînes en inox, on va être sur du G4, du G6 ou G6+. Tout ça, ce sont des indicateurs en termes de résistance. Bah, évidemment, quand on part du 30 et plus on va vers le 70, plus la chaîne est résistante pour de la chaîne galva. Et quand on part du G4 pour aller au G6+, bah, plus on va vers le G6+, plus pour les chaînes inox, plus la résistance est importante. Alors à titre d'exemple, hein, si on prend une chaîne de 10 sur une chaîne galva en 10, qui est quand même la chaîne la plus répandue hein, sur nos bateaux de croisière,
Pour une chaîne de 10, la charge de rupture en grade 40, c'est entre 6 tonnes 5 et 7 tonnes 2, en fonction des chaînes. Et si on la passe en grade 70, bah là on est à 11 tonnes et demi. Donc on voit que la chaîne en grade 70, elle a quand même une résistance bien supérieure à la chaîne en grade 40. Après, cette résistance, elle a un coût également, hein. Donc dans les caractéristiques de la chaîne, ce qu'on va avoir, bah, ça va être la norme, DIN ou ISO, ça va être son diamètre et ça va être sa charge de rupture définie soit en grade, 30, 40, 70, soit en G pour les chaînes inox, hein, les grades c'est pour le Galva, les chaînes inox ça va être en G4, G6, G6+. Donc sur Ikigai, on est parti sur de la chaîne Galva, donc le type de chaîne Galva. On est parti au niveau des caractéristiques sur de la norme ISO, sur un diamètre de 10 et un grade 40. Donc déjà là, clac, 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 on commence à bien spécifier notre chaîne. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est quelle longueur. Mais avant, quelle longueur? Ce que vous pourriez me dire, c'est, oui, mais attends, tu me dis une chaîne de 10, mais pourquoi tu as choisi une chaîne de 10? C'est vrai que dans l'absolu, on va choisir une chaîne de 10 aussi en fonction du type de... on va choisir un diamètre de chaîne en fonction des caractéristiques du bateau et en fonction des zones de navigation. Sauf que nous, on avait déjà un barbotin en 10. Et la chaîne de 10 correspondait aussi aux caractéristiques du bateau et aux zones de navigation. Donc, on ne s'est pas posé la question. Mais on pourrait légitimement se la poser. Le choix va se faire en fonction de deux points, hein. D'abord les caractéristiques du bateau, et puis ensuite la zone de navigation. Dans les caractéristiques du bateau, bien entendu, on a la taille du bateau, on a le poids du bateau, on a aussi la forme de la baille à mouillage, le volume de la baille à mouillage, et parfois on peut avoir des surprises avec des bateaux qui sont assez grands, mais avec une baille à mouillage pas forcément extrêmement grande, ou bien mal foutue. Hein, on peut avoir des bailles à mouillage très bien foutues, c'est-à-dire des bailles à mouillage où la chaîne va tomber directement et s'entasser profondément dans la baille. Et puis on a, nous sur Ikigai, on a une baille à mouillage qui est pas très bien faite, c'est-à-dire que la chaîne tombe sur le fond de la baille qui est en biais, mais un biais qui est pas suffisamment pentu pour amener la chaîne au fond de la baille, et donc il faut constamment pousser. Parfois, on a du stockage de chaîne qui est beaucoup plus centré dans le bateau, c'est-à-dire que la chaîne va tomber au travers de l'écubier et d'un tuyau pour aller glisser vraiment dans les fonds du bateau, et non pas se stocker à l'avant du bateau au niveau de la baille à mouillage. Il faut bien garder à l'esprit que toute cette chaîne, ça représente du poids. Sur une chaîne de 10, on est à peu près à 2,25 kg au mètre. Donc, quand vous avez 100 mètres, vous avez 225 kg à l'avant du bateau. Donc, ça a forcément une influence en termes de tangage, par exemple, au niveau du bateau. Alors, si vous avez un bateau qui fait 20 tonnes, un monocoque de 20 tonnes, c'est pas la même que avec un monocoque qui va faire 8 tonnes ou 9 tonnes. Il faut voir aussi que non seulement c'est du poids, mais c'est du volume. Et ça aussi, au niveau de la baille à mouillage, on va devoir s'adapter. Alors, concernant la zone de navigation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect profondeur et l'aspect nature des fonds. La profondeur, si on sait qu'on va naviguer dans des zones, et durablement, où on est toujours dans de faibles profondeurs, autour des 3 à 5 mètres, ça a un impact au niveau de la longueur de chaîne qu'on va vouloir avoir. Si on sait qu'on va faire des mouillages profonds, 10, 15 mètres ou plus, ça a aussi un impact en termes de décision concernant la longueur de la chaîne. Ensuite, on a une autre question qui se pose, c'est la nature des fonds. La nature des fonds, soit on est sur des fonds, on est sur du sable, et puis voilà, soit on est sur des fonds beaucoup plus agressifs, avec du corail, là on va se poser la question, est-ce qu'on est sur du tout chaîne, ou est-ce qu'on va avoir une partie chaîne câbleau, en sachant que le câbleau est beaucoup plus sensible au ragage que la chaîne. Lorsqu'on va choisir sa chaîne, il n'y a pas de règle. Là, pour le coup, il n'y a pas une législation qui vous dit, voilà, tel bateau, il faut telle chaîne, tel diamètre et telle longueur. Hein. Donc, c'est laissé à l'appréciation du propriétaire ou du skipper.
En tout cas, ce qui va être déterminant, ça va être le poids du bateau et puis la charge de rupture. Une chaîne d'ancre devrait être accompagnée d'un certificat de contrôle en termes de qualité de fabrication. C'est quand même aussi une bonne assurance de pouvoir avoir ce document, ou en tout cas, même s'il n'accompagne pas la chaîne lors de la livraison, que le fabricant puisse vous fournir ce type de document. Alors, le diamètre le plus courant qu'on retrouve en plaisance, au niveau d'une chaîne, ça va être 8, 10 et 12. C'est à peu près ce qu'on va retrouver le plus couramment sur les bateaux. Si ce non, parce qu'on est sur des bateaux qui font moins de 8 mètres, et en grande croisière, les bateaux de moins de 8 mètres sont quand même très très peu nombreux. Ensuite, on va retrouver du 8 sur des bateaux qui vont faire entre 8 et 10 mètres. Sur des bateaux entre 10 et 12, voire un petit peu plus, on va retrouver du diamètre 10. Sur des bateaux qui vont être entre 12 et 14 mètres, là on va être plutôt sur du diamètre 12. Alors pour ça, il y a tout un tas de tableaux auxquels vous pouvez vous référer, qu'on trouve assez facilement sur internet ou dans les livres. La ligne de mouillage, elle peut être constituée uniquement de chaînes, donc on est sur ce qu'on dit du tout chaîne. Nous sur Ikigai, nous sommes sur du tout chaîne. On a pris cette option là, on est parti avec 100 mètres de chaîne de 10. On peut être aussi sur un mix chaîne câbleau. Ça c'est vraiment là aussi laissé à l'appréciation de chacun. Pour moi, le minimum de chaîne, c'est entre 50 et 60 mètres lorsqu'on fait du mix chaîne câbleau. Mais si on fait 50 mètres de chaîne avec 100 câbleaux, là on est trop court de toute façon en termes de longueur. Alors rappelez-vous que le poids et le volume que ça représente, 100 mètres de chaîne de 10 à 2,25 kg du mètre, on est déjà à 225 kg. Si c'est de la chaîne de 8, on est à 145. Si c'est de la chaîne de 12, on est à 325. Donc il faut que le bateau puisse porter ce poids-là sur l'avant, parce que la plupart du temps, le stockage se fait dans la baille à mouillage à l'avant, hormis les quelques exceptions dont j'ai parlé tout à l'heure, où on a une sorte de tube, de canal qui va ramener de la chaîne plus au centre du bateau. Alors, sur la longueur de la ligne de mouillage, alors je vais parler pour nous en tout chaîne, parce que pour moi, c'est tout chaîne. Je ne me pose pas la question de quelque chose de mixte, en fait. D'autant plus que j'ai des amarres ensuite pour ma main de fer, mais que je mets pas sur le taquet à l'avant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je les recule. Donc, j'ai encore plus d'élasticité sur ça, mais ça sera peut-être pour une autre vidéo, cet aspect-là. Mais je parle sur de la longueur de ligne de mouillage, pour nous, sur du tout chaîne. Alors, la longueur de ligne de mouillage, j'entends parfois 3 fois la hauteur d'eau. C'est trop peu. 3 fois la hauteur d'eau, je vous le dis, c'est trop peu. Je vois beaucoup de bateaux qui dérapent et qui n'ont pas la bonne longueur. Je ne parle pas de l'encre, de la forme de l'encre. Je parle que de la longueur de chaîne. Il n'y a pas assez de longueur de mouillage. Pour nous, sur Ikigai, la hauteur d'eau minimum, c'est 5 fois la hauteur d'eau. J'allais dire, même pour des petits pique-niques, on fait un arrêt, un stop comme ça pour manger. Je mets quand même 5 fois la hauteur d'eau. Je ne cherche jamais à mettre 3 fois. 3 fois, c'est vous êtes sur un lac, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Bon, voilà. Mais je ne quitterai jamais le bateau avec 3 fois la hauteur d'eau sur le bateau. Après, c'est ce que nous faisons sur Ikigai. Chacun fait ce qu'il veut. Et je ne vais pas donner des leçons de morale ou rentrer dans des discussions, oui, 3, 5. Chacun fait comme il veut. Un point aussi, la hauteur d'eau, elle se calcule du fond de l'eau au davier. C'est pas la hauteur d'eau du fond de l'eau à la surface de l'eau. Parce que, je vais prendre des chiffres un petit peu ronds, c'est plus simple pour les calculs, mais si ma hauteur d'eau, c'est 4 mètres du fond de l'eau à la surface, et que je fais 5 fois 4, je suis à 24. Mais si j'ai 1,20 m comme pour nous, pour aller au davier, on va dire 1,50 m pour simplifier les calculs, ou 1 mètre, c'est encore plus simple. Pour 1 mètre, je vais me retrouver à le fond de l'eau, la surface de l'eau, 4 mètres, plus 1 mètre de hauteur de davier. Là, je suis à 5 mètres. Donc du coup, je suis 5 x 5, 25. Donc on voit bien que le delta entre 20 mètres et 5 mètres, il est quand même relativement important.
Et plus la profondeur va être marquée, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, plus ce delta va être important, au point qu'à un moment, vous risquez de manquer d'une hauteur d'eau en termes de ligne de mouillage. Alors pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous êtes à 3 fois la hauteur d'eau, vous n'êtes qu'à 40% de force de retenue de votre ligne de mouillage. Ligne complète, hein, j'entends, l'ancre, la chaîne, le câbleau s'il y a, la padoie, la main de fer, etc. Toute votre ligne de mouillage, vous n'êtes qu'à 40% de sa force de retenue. Alors que quand vous êtes à 5 fois la hauteur d'eau, vous êtes à 70% de votre force de retenue. 70%, c'est pas 100%. 100%, vous ne l'avez que si vous avez 10 fois la hauteur d'eau. Ce qui fait une bonne longueur de chaîne quand même. Alors juste un exemple. Vous êtes en grande croisière, vous êtes susceptible de mouiller dans 3 mètres d'eau, 5 mètres d'eau. Il nous est arrivé souvent, alors c'est pas ce qu'on préfère, hein, mais des fois on n'a pas le choix, de mouiller dans 10-15 mètres d'eau. Je prends 13,80 m parce que j'ai 1,20 m pour aller au Davier et ça me fait 13,80 m plus 1,20 m, ça me fait pile 15. Donc c'est assez simple en termes de calcul. 5 fois la hauteur d'eau avec 15 mètres, et ben déjà là je suis, si mes calculs sont bons, à 75 mètres de ligne. 75 mètres. Il en faut hein, de la ligne de mouillage. Donc, après, chacun équipe son bateau comme il veut. Mais 75 mètres, si vous n'avez pas au minimum 80 mètres, on pourrait très bien dire, vous faites vos 80 mètres avec 60 mètres de chaîne et 20 mètres de câbleau. Ça marche. Hein, ou 80 mètres de chaîne. Mais en tout cas, en partant avec 50 mètres de chaîne, c'est sûr que ça va être compliqué. 2-3 choses qui me viennent à l'esprit lorsque je parle de chaîne. Cette chaîne, évidemment, elle est raccordée à un bout à une ancre, à l'autre bout au bateau. Le raccord avec l'ancre, c'est quand même pas mal quand il y a un émérillon. Ça limite quand même le fait que la chaîne se torsade. Alors elle se torsadera toujours parce que le bateau tourne autour de l'ancre, hein, et donc la chaîne va se torsader, mais ça va quand même limiter. Un autre élément, c'est que la jonction peut se faire avec des manilles. On prend la taille au-dessus. Si vous avez une chaîne de 10, vous mettez une manille de 12. Hein, c'est une sécurité. Une manille aussi qui peut être soit frappée pour être déformée quand c'est de la galva, et là on peut plus l'enlever, mais ça évite que le goupillon se dévisse tout seul, ou alors le goupillon avec un petit trou autour duquel on peut mettre un fil de fer en acier inox ou une petite garcette là pour éviter que ça se dévisse. Mais à l'autre bout de la chaîne, la chaîne va être reliée au bateau dans la baille à mouillage, et on va avoir une étalingure sur un point d'étalingue, c'est-à-dire l'endroit où est fixée la chaîne à la coque ou sur ce point d'étalingue. Et là, il faut pouvoir le couper rapidement. Donc, en tout cas sur Ikigai, nous on met pas de manille, parce que ça on peut pas la couper rapidement si on doit lâcher tout le mouillage en cas d'urgence. On fait notre jonction avec un bout, et dans la baille on laisse à côté un couteau pour pouvoir couper le bout si on doit larguer rapidement l'ensemble de la ligne de mouillage. Et certains font le choix de prendre moins de longueur de chaîne, c'est-à-dire prendraient de la 10, prennent moins de longueur de chaîne, mais la prennent en 12 pour avoir du poids au fond, hein, pour permettre à la ligne de mouillage de tirer le plus horizontalement possible, le plus longtemps possible sur l'ancre. Hein. On sait que après 8 degrés, au-delà de 8 degrés d'inclinaison, quand on relève la verge de l'ancre, là on a un risque accru de décrochage. Certains se disent, je prends moins de chaîne, mais je la prends en 12 et je prends plus de câbleaux. Ça aussi, ce sont des décisions personnelles. On passe maintenant aux recommandations en termes d'entretien de la chaîne. Alors, une des recommandations, c'est de rincer la chaîne à l'eau douce une fois qu'on l'a utilisée. Alors ça, c'est très facile à dire et très facile à faire lorsqu'on fait des navigations à la journée. C'est beaucoup plus difficile en grande croisière. Ou alors, il faut avoir des réservoirs d'eau énormes. Vous avez 600 ou 800 litres d'eau en réservoir. Oui, vous pouvez prendre 20 litres pour aller rincer votre chaîne. Ou alors avoir un gros dessal. C'est l'un ou l'autre. Mais je l'ai vu faire, hein. J'ai vu des bateaux qui, au niveau du davier,
ont une sorte de jet d'eau, qui en permanence, pendant toute la remontée de la chaîne, va rincer la chaîne avant qu'elle n'entre dans la baille à mouillage. Je l'ai vu faire. À vrai dire, je l'ai vu faire qu'une seule fois. Donc c'est pour dire que c'est pas le plus commun. Ce qui se fait pas mal, c'est de laisser les bailles à mouillage ouvertes pour qu'elles soient bien rincées à l'intérieur et que la chaîne qui reste soit bien rincée à l'intérieur lorsqu'il pleut. Et puis certains vont nettoyer, mais à l'eau de mer, hein, c'est un coup de seau dans la baille à mouillage pour nettoyer un petit peu toute la boue, la vase qui a pu s'y mettre. L'autre élément qui peut être fait lors du carénage, ça va être de bien nettoyer la baille à mouillage, c'est-à-dire enlever toute la rouille et bien la sécher avant de remettre la chaîne. Ce qui peut se faire aussi et une fois par an. Alors ça va dépendre, soit c'est au moment du carénage, soit c'est parce qu'on est dans un port et puis on est amarré au ponton ou au quai. Ça va être de tourner la chaîne. C'est-à-dire une fois par an, on inverse la chaîne, l'extrémité qui était sur l'ancre, on la met dans la baille à mouillage, et l'extrémité qui était dans la baille à mouillage, on la met sur l'ancre. Ça permet un peu d'uniformiser l'usure de la chaîne. On va vérifier aussi qu'on n'a pas de fuite électrique au niveau du gain d'eau. Et puis, on va faire attention. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'on est en grande croisière, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. On va éviter tout ce qui peut avoir une action de ragage sur la chaîne. Donc, c'est-à-dire des fonds qui vont être agressifs. Et ça, des fois, on n'a pas le choix. On a un petit peu plus le choix, ça va être d'éviter les zones polluées, ou bien des zones où on sait qu'il va y avoir des déversements de choses agressives pour le revêtement de la chaîne. Et ce que la chaîne n'aime pas non plus, ça va être tout ce qui va la salir, hein, les algues par exemple, les endroits où il y a des très très fortes proliférations d'algues, les coquillages. Ce qu'elle n'aime pas non plus sont les grosses masses métalliques ou les fuites électriques qui peuvent faire de l'électrolyse. Et puis les choses très abrasives, les acides, etc. Dans tous les cas de figure, lorsqu'on a une usure qui va être supérieure à 10% du diamètre de la chaîne, donc c'est-à-dire pour une chaîne de 10 supérieure à 1 mm, là on estime que c'est le moment de changer la chaîne. Et puis on peut aussi avoir des chaînes qui vont rouiller, qui vont s'effriter. Là aussi il n'y a plus de la charge de rupture, elle est extrêmement affaiblie. Ce qui est certain, c'est que c'est pas en une vidéo qu'on va faire le tour du sujet. Surtout que quand on commence à rentrer dans les détails des résistances de matériaux, etc., et des normes, ça peut être très très pointu. L'idée, c'est que on ait chacun suffisamment d'éléments pour pouvoir faire des choix. Les choix que nous avons faits sur Ikigai, mais c'est à titre d'exemple, hein, c'est pas les choix que nous avons faits sont pas forcément les meilleurs, mais ce sont ceux qui correspondaient, qui cochaient toutes les cases pour nous. Donc nous, on est parti sur la chaîne Galva et pas inox. En termes de caractéristiques, on est parti sur de la norme ISO, sur du diamètre 10, sur une chaîne qui fait 100 mètres et sur du grade 40. Et tout ça, ça a été en partie déterminé par la longueur du bateau, le poids du bateau, la localisation de la baille à mouillage qui est à l'extrémité, et tout ce stock-là, hein, et puis la forme de la baille à mouillage, de la capacité que le bateau avait à encaisser du tangage par rapport au poids de la chaîne, et puis par rapport à notre zone de navigation, où on peut faire des mouillages qui sont des mouillages pas tellement profonds, 3 mètres de fond, ou des mouillages qui vont être beaucoup plus profonds, jusqu'à 10-15 mètres de fond. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager, pensez à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, que ce soit le livre de bord ou le carnet de navigation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.